Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on rencontre Pierre-Luc. Pierre-Luc de la distillerie du Square. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Ça va bien, Pierre-Luc? Ça va bien, toi, Patrick? Merci de me recevoir. D'après moi, on va avoir du fun encore aujourd'hui. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce nouveau projet-là de la distillerie du Square. Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Si on commence par le début. L'idée originale ne vient pas de toi, ça vient de Manuela, c'est ça? Oui, Manuela, qui est la maître d'œuvre de ce projet-là ici, qui est venue me chercher l'été passé, dans le fond, pour l'aider à mettre en place sa vision d'une distillerie dans un axe, dans le fond, plus touristique de son projet, parce qu'elle elle est déjà propriétaire de plusieurs entreprises, dont le Chelsea Pub, dans le fond, les Loves du Village, le Biscotti, la Maison Bleue, pas mal tout dans le petit village de Chelsea, et ça lui appartient. Donc, nous, on voulait faire, dans le fond, une distillerie, dans le fond, comme à l'intérieur de ce projet-là. OK, vraiment dans une vision agro-touristique, là. Oui, effectivement. Puis aussi, on est situé en face du parc de la Gatineau. Donc, pour nous, c'était vraiment important que le monde qui vont dans le parc de la Gatineau, tous les gens qui y vont, quand ils sortent, ont besoin de soit dormir, manger ou boire. Donc, c'est vraiment l'offre qu'on peut leur offrir. Fait que maintenant, avec la distillerie, on va leur offrir aussi un petit souvenir à partir avec, c'est-à-dire des bons spiritueux québécois qui viennent de la vallée de l'Outaouais. Là, tu dis que Manuela est allée te chercher. Toi, c'est quoi ton background? Comment tu as appris? Parce que là, tu es directeur des opérations, le maître distillateur. Comment tu t'es formé pour en arriver là à aller te faire recruter par quelqu'un? Moi, j'étais copropriétaire de la distillerie de la manufacture avant. Je suis parti de ce projet-là il y a un an, quasiment un an jour pour jour. Puis, dans le fond, j'ai été référé par un ami qui, bizarrement, dans le fond, est dans le domaine spirituel en Outaouais, qui s'appelle Yann Aubé, qui était un pêcheur à la mouche comme moi. Puis, on s'est parlé sur un groupe Facebook de pêche à la mouche. Puis, c'est lui qui m'a mis en contact avec les filles du projet pour m'expliquer qu'ils cherchaient quelqu'un pour les aider à mettre en place une distillerie ici en Outaouais. Donc, j'ai été les rencontrer, c'était vraiment un coup de foudre avec ces femmes-là, dans le fond, qui sont vraiment extraordinaires. Fait que, je pense que c'est un coup de foudre réciproque entre nous, moi et les filles. C'est parce qu'au Québec, il n'y a pas des milliers de personnes encore qui ont de l'expérience comme distillateur. Fait que toi, tu avais déjà un background, tu as déjà travaillé des très, très beaux produits. Fait que là, tu es allé. C'est pour ça qu'ils sont allés te chercher. Moi, je n'avais jamais été distillateur. J'ai déjà distillé ainsi de suite dans l'ancien projet, mais je n'avais jamais vraiment distillé. Donc, j'ai été me former, j'ai lu des livres, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment un autre chapeau que je porte ici, comme dans ce projet-là. Un chapeau de plus, dans le fond, que je porte dans ce projet-là. Puis, j'imagine que tu étais là dès le début du projet ou à peu près. Fait que est-ce que c'est toi qui as choisi les alambics, les équipements que vous utilisez? Non, ça avait quand même déjà été choisi par un consultant, un chimiste déjà qui avait été là. Mais dans le fond, c'est des bons équipements, donc j'avais pas vraiment rien à changer par rapport à ça. Là. On va avoir 3 fermenteurs de 2000 litres, un mash tun de 1000 litres, un alambic style un peu polyvalent avec un pot still avec des colonnes de fractionnement. Donc, on a un alambic de 1200 litres avec 2 colonnes de 14 ou 15 plateaux, si je me souviens bien, avec un gin basket. Là, tu parles comme si tu ne le connaissais pas tant que ça. C'est parce que la première batch qu'on a en SEQ, on va en parler bientôt de ton gin,
tu ne l'as pas fait chez vous parce que c'était pas prêt, c'est bien ça? Effectivement. Fait que, à cause des retards de construction, parce que la distillerie est en construction en ce moment même, dans le fond, on a convenu avec l'équipe, dans le fond, qu'on ne voulait pas attendre 2023 ni 2024 pour sortir des produits à SAQ. Tout le monde de l'industrie savent que ça prend énormément de temps sortir un produit, surtout un premier produit. Donc, on s'est dit, on va chercher une distillerie qui a les mêmes valeurs que nous pour nous aider dans le fond, à mettre sur le marché notre premier produit. Donc, je vais distiller chez Hubald, faire toutes les gin jardin, je vais le faire chez Hubald, dans le fond. Puis, tu disais une distillerie avec les mêmes valeurs que vous autres. Peux-tu nous en parler de vos valeurs? Parce que oui, côté agro-touristique, mais un coup là, de tes produits, quelle gamme tu vas faire, puis c'est quoi que vous voulez suivre comme ligne directrice? C'est plus il y a beaucoup de valeurs humaines aussi. Pascal, Hugo, toute la gang, dans le fond, chez Hubald Distillery sont des êtres humains extraordinaires. Donc, quand on a ça aussi, quand on a fait rencontrer les deux équipes chez Hubald, on est tout de suite tombé en amour avec ces personnes-là. Donc, pour nous, c'était un no-brainer de faire affaire avec eux qui prennent aucun compromis sur les produits, qu'on peut sourcer, dans le fond, de la matière première jusqu'à la bouteille, on peut sourcer de A à Z d'où viennent les produits. Donc, pour nous, c'était vraiment important aussi de faire affaire avec, dans le fond, des producteurs aussi qui allaient être comme nous, dans le fond, qui allaient pouvoir faire des produits qui sont avec un alcool québécois. Là, tu en as parlé du grain à la bouteille ou du champ à la bouteille. Là. Ça va faire partie d'une de vos valeurs, justement, de faire de A à Z, de ne pas acheter du NGS, c'est ça? Effectivement. Puis, dans le fond, pour l'instant, en ce moment, on est en train de faire des partenariats avec des agriculteurs dans le coin ici pour que quand on rapatrie la production chez nous, on soit capable d'avoir nos producteurs de maïs et d'autres céréales pour le whisky qui est à venir dès la première année, dans le fond, qu'on va faire. Okay. Là, on a parlé gin du jardin. Oui. Une bouteille flambant neuve ici, on va briser le cire, puis on va découvrir ensemble. Mais parle-moi ça un petit peu avant. Là. D'où vient l'idée, tes aromates, comment tu l'as bâti, ce produit-là? Dans le fond, je l'ai bâti en deux parties. Manuela, la propriétaire, elle me disait que ses parents aimaient beaucoup faire des jardins en avant de chez eux. Puis le kid étant des immigrants qui viennent des Açores, pour eux, la culture, c'était vraiment important là, de l'agriculture, des botaniques, puis faire des jardins. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre en valeur, dans le fond, la fraîcheur d'un jardin l'été. Tu sais, quand on va dans son jardin l'été, on va prendre ses botaniques, ses trucs pour faire à manger ou pour faire les cocktails, puis ainsi de suite. C'est vraiment ce que je voulais mettre de l'avant. Fait que je voulais vraiment mettre la fraîcheur d'un jardin l'été dans une bouteille pour être capable d'avoir ça 365 jours par année. Là. Fait que c'est... En tout cas, à date, avec la réponse qu'on a eue, je pense que j'ai réussi ma mission. Puis tu m'en diras plus aussi quand tu l'auras goûté aussi. Donc, ça a été pas mal mon inspiration. Fait que, dans le fond, j'ai commencé à prendre tous les aromates qu'on pouvait prendre, qu'on pouvait cueillir ou avoir dans un jardin. Puis, j'ai commencé mes tests. Puis, dans le fond, après 10-11 tests, après ça, c'était pas mal déjà seté que ça allait être cette recette-là qui allait être fait. Puis, je les remercie aussi toute la gang du Grand Dérangement qui m'ont permis d'aller faire les tests chez eux. Ça a été vraiment apprécié d'avoir une place pas loin de chez moi pour être capable de faire les tests. Donc, merci. Tu parles d'un alcool de grain, j'imagine, maïs surtout, c'est ça? Oui, dans le fond, ce qui était le fun aussi avec Hubald, c'est qu'on peut travailler ensemble sur différentes bases qu'on voulait utiliser, les textures. Ce que j'aime vraiment beaucoup travailler, c'est la texture d'un spiritueux. Fait que, tu sais, on avait accès à du sec, du blé, du maïs. Puis, avec ce que je voulais faire, je voulais vraiment une texture vraiment plus grasse, une texture vraiment plus riche. Fait que j'ai pris du maïs à 100%. Fait que c'est vraiment quelque chose qui vient donner un kick aussi au cantaloupe, aux zestes de citron frais. Puis, dans le fond, si je peux nommer les ingrédients, tu sais, on a de la courge poivrée, on a du cantaloupe, on a de la menthe, de la sauge, du basilic. Tout est frais aussi à l'intérieur. On a du genévrier québécois, dans le fond, qui vient de l'Outaouais, qui vient de chez Fermé Forêt, qui sont à un jet de pierre de la future distillerie qu'on est allé justement récolter la semaine passée.
On a du poivre clavelier d'Amérique aussi, qui est un petit poivre qui goûte un peu un arrière-goût de mandarine. On utilise aussi une partie de la plante des branches, si vous voulez. Un petit peu de fleur de sureau, du concombre. On a pas mal tous des ingrédients frais. Fait que pour nous, c'est vraiment assez difficile quand on cueille les ingrédients, il faut absolument distiller dans la semaine parce que sinon tout devient pourri un peu. Fait qu'on doit vraiment se grouiller pour aller prendre toute la fraîcheur qu'on peut des botaniques à l'intérieur. Puis c'est aussi un défi dans la distillation de ne pas brûler ces aromates-là pendant la distillation. Puis de tout ça, y a-t-il des parties qui vont dans le gin basket justement pour ne pas brûler, puis il y a des parties qui sont dans l'alcool direct? Comment que c'est séparé? Ouais, moi, je fais une macération 24 heures avant avec le genévrier, la coriandre, puis le concombre, le cantaloupe, puis la courge poivrée que je fais. Puis ouais, c'est ça, exactement. 24 heures avant. Puis après ça, ces aromates-là, je les mets dans le pot still, dans le pot still. Puis après ça, j'ajoute tout le reste des botaniques, à part tout ce qui est, dans le fond, la menthe, la sauge et le basilic frais. Fait que ça, il va dans le gin basket, puis je mets aussi un peu de zeste de citron frais aussi à l'intérieur, dans le bas du gin basket pour aromatiser tout ça. Puis si tu y vas avec tout du frais comme ça, est-ce qu'il va falloir est-ce que ça va être saisonnier, puis tu vas pouvoir en faire comme pendant une certaine période dans l'année, puis c'est fini, ou il y a moyen de t'approvisionner en stock frais à l'année? Il y a un moyen aussi, il y a des serres dans ce coin-ci qui font très bien la job, qu'on va être capable de s'approvisionner. C'est sûr que le citron, ça va rester un citron d'Afrique du Sud parce que c'est pas de citron ici. Le citron en serre, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, c'est ça, on essaie le plus possible de sourcer dans des serres ici, mais puis pour éviter c'est sûr que c'est la saisonnalité aussi. Fait que, des fois, les botaniques vont goûter un peu des trucs différents. Donc, la sauce peut goûter un peu plus, un peu moins, et ainsi de suite. Là. Mon travail, ça va être vraiment de mettre ça à l'échelle tout le temps. Mais ça permet aussi d'avoir des lots différents puis d'avoir des caractéristiques un peu différentes. Donc, c'est quand même aussi le fun pour le consommateur. En tout cas, je pense. Ah ben, on va pouvoir goûter. Là, tu es à 42 d'alcool. Petite cuvée, que c'est marqué small batch en français. Tu es parti sur vraiment un dry gin. Là, fait qu'il n'y a pas de macération après, il n'y a aucun sucre dedans. Non, il est vraiment bâti comme un London Dry Gin. Vraiment, d'ici, l'alcool est d'ici à 96 aucun ajout après. C'est à base de céréales. Donc, tu as raison, c'est vraiment frais au nez. Là. Je ne suis pas un pro, là, vous le savez, mais il n'y a pas l'air d'avoir comme un aromate qui pop et qui vole la vedette. Ça a l'air, c'est vraiment équilibré. Là. Ce qu'on voulait, c'est ça aussi. On voulait pas se peinturer dans le coin, dans le boréal, dans le sucré ou dans le floral. Tu sais, il y a des très bonnes distilleries qui font ces produits-là. On leur laisse à eux. D'autres, on voulait quelque chose qui était quand même assez polyvalent, mais quelque chose de quand même riche puis Au nez, c'est bon. Comme tu dis, c'est frais, il y a un petit côté mentholé, puis la rondeur que normalement on l'a en bouche, mais là, on sent qu'il est quand même chargé là, au nez. Peut-être le cantaloupe ou quelque chose comme ça là, qui fait de la richesse. Ça. Oui, bel job. Puis aussi, si tu veux t'amuser plus tard, après le podcast, tu peux rajouter aussi un petit peu d'eau d'ici à l'intérieur. Comme ça, on fait baisser l'éthanol, puis il y a beaucoup plus d'arômes qui sortent. Fait que des fois, on peut découvrir d'autres facettes un peu du gin. Fait que c'est quelque chose de quand même vraiment intéressant avec toutes les spiritueux, mais en fond, avec le mien, ça a beaucoup de sens. Ça, puis tu dis de l'eau d'ici, parce que si je mets de l'eau de la ville avec le chlore, ça va scraper un peu la patente. Mais une eau minérale, ça pourrait faire là, pétillante ou pas. Mais pas pétillante, juste une autre source. Là, quand on rajoute l'eau, mais là, ça casse cette molécule-là, puis ça l'ouvre. Mais les huiles, puis tout, ça fait la même chose un peu là, avec de l'eau. Puis, tu sais, c'est quand même, je l'ai dit, c'est pas juste le genièvre non plus qui mais il y en a quand même beaucoup, puis j'en mets quand même vraiment beaucoup. Puis aussi, c'est que c'est du genévrier frais que j'utilise, fait que pas séché. Qui a été cueilli vraiment après comme une ou deux gelées, un peu comme le raisin un peu. Fait que ça goûte vraiment un peu plus sucré, un peu plus résineux un peu. Il y a moins l'amertume un peu qu'on
des fois qu'on a du génévrier un peu italien ou d'Europe de l'Est. Mais on en mélange un peu aussi génévrier italien parce que le génévrier québécois, c'est pas sur 2 ans, cette petite baie-là. Fait que faut quand même respecter la nature puis les cultures. Donc, ça, dans le fond, c'est sauvage, donc c'est pas une culture vraiment. Là, tu sais, on fait attention à chaque année, à chaque 2 ans, de cueillir les bonnes graines. Et puis, là, tu parles aux 2 ans, mais y a-tu une moitié de la forêt qui produit une année, puis l'autre moitié l'autre année, ou c'est vraiment tous les plants aux 2 ans la même année que ça sort? Nous, dans le fond, on voit vraiment comme des fois la baie est un peu blanche ou verte. Celle-là, on ne l'accueille pas. Fait que c'est vraiment aux 2 ans, sur le même plan, ça pousse, mais on laisse sur place, dans le fond, ce qui n'a pas besoin d'être cueilli. OK. Là, je viens de catcher. Fait que c'est pas un plant que tu cueilles au complet, c'est à tous les 2 ans. Chaque année, tu cueilles la baie d'il y a 2 ans sur le plant. Il y a des bonnes et des mauvaises années aussi. Comme cette année, c'était pas une super année aussi, là. Donc, il va falloir que je me source à d'autres places que Ferme et Forêt où est-ce que j'ai été, où est-ce que je prends certaines de mes botaniques. Donc, c'est ça. Bien, moi, je trouve que tu as trouvé un bel équilibre entre justement le genièvre et les autres aromates. Fait que quelqu'un qui n'aime pas le boréal, il va l'aimer. Quelqu'un qui aime le boréal, il va quand même se retrouver parce qu'il n'est pas, c'est pas un côté fruité ou d'autre chose, mais quelqu'un qui aime un fruité, il va quand même l'aimer parce que oui, il y a la rondeur, il y a pas de la sucrosité, mais ça donne une impression en bouche. Là, fait que, c'est vraiment la base de maïs aussi qui vient donner ça, puis un peu le cantalou aussi qui vient donner ça. Pour vrai, je pense que ma mission, j'avais une carte blanche là-dessus, mais il fallait que j'ai un gin qui soit vraiment qu'on peut boire quand même sur glace ou neat ou en cocktail. Puis dans les deux, ils prennent sa personnalité. Donc, je pense que c'est pas mal ça qu'on a ici. Là. Et puis, à date, est-ce que vous avez trouvé des cocktails là, qui vous avez dit « Ah, wow, ça, c'est un must pour goûter au jardin. Ça prend ce cocktail-là. » À date, le Archangel, c'est un crowd pleaser. Pour vrai, on le fait en dégustation à SAQ ou dans les événements qu'on fait. Puis vraiment, tout le monde adore ça. Donc, ça, c'est vraiment Puis en gin tonic, c'est un classique aussi. Il se met il est vraiment en martini. Il y a beaucoup de... Même en Bloody Caesar, ça a du sens aussi. Donc... fait que ouais, c'est pas mal ça. Mais le Archangel, à date, c'est vraiment celui que tout le monde aime. Et puis c'est pas un cocktail que je connaissais. Tu peux-tu m'en parler un peu? Dans le fond, le Archangel, c'est avec de l'apérole, de l'apéritivo, du gin jardin. On met sirop simple, on met du jus de lime frais, du concombre. On shake ça dans un shaker. Après ça, on fine strain dans une coupette qu'on a refroidi auparavant, et voilà, c'est fait. OK. Ça donne le goût de l'essayer. Ouais, c'est un must. Puis, est-ce qu'il y a un tonic qui fait encore mieux là, avec le jardin? Ben, moi, j'adore vraiment le Fever Tree méditerranéen, le bleu, dans le fond, dans le jargon. Puis, juste avec une petite fleur pas une fleur, mais une feuille de sauge à l'intérieur qui est vraiment aromatique, qui vient au nez aussi venir apporter beaucoup d'arômes avec le gin. Fait que juste en gin tonic avec une feuille de sauge, c'est vraiment excellent aussi. Wow! C'est le fun simple aussi comme ça. Oui, vraiment simple. C'est vraiment un cocktail aussi signature qu'on a aussi là, avec la sauge. Là. Fait que le monde aime vraiment ça aussi. Là, quand on a fêté dans le lancement du gin, on a servi ça à tout le monde qui était présent, puis tout le monde a adoré. Là. Donc, on a des bonnes réponses. Puis là, tu disais que vous travaillez sur un whisky. Dès la première année, vous avez commencé à le mettre en baril en commençant. Donc, est-ce que tu as déjà une idée si tu vas continuer sur du maïs comme ça ou vers où tu t'en vas? Maïs et seigle, c'est vraiment 2 céréales que j'adore travailler. Le seigle est un peu plus difficile, mais beaucoup aromatique. Donc, oui, c'est là-dessus. Mais j'attends vraiment de trouver le bon producteur pour être capable d'avoir ce que je veux comme résultat.
Donc, vu qu'on n'a pas de distillerie encore, j'ai amplement de temps. J'ai pas autant de temps que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres projets. Mais dans le fond, j'ai le temps de bâtir mon programme de whisky tranquillement, pas vite, en faisant mes tests. Donc, ouais, c'est ça. Fait que dès que la distillerie va être ouverte, on va être capable de commencer à faire les fermentations puis commencer à faire du whisky. Ben, j'imagine que selon la loi, mettons que ton chai serait bâti, mais que tu n'es pas prêt à distiller chez vous, tu ne peux pas aller distiller chez Hubal puis ramener tes paris chez vous. Là. C'est vraiment chaque chose à sa place. Fait qu'il va falloir que tu attendes d'avoir tes équipements pour le faire chez vous. Oui, effectivement. C'est ce que je veux aussi. Hubal, c'est en attendant qu'on ait notre distillerie. Fait que mais après ça, c'est nous qui faisons à 100% nos produits. Là. Puis est-ce que c'est t'arrêtes jardin puis t'attends le whisky ou tu as d'autres projets entre-temps? Parce que le whisky, c'est minimum 3 ans. Fait qu'est-ce que tu vas sortir autre chose avant? Oui, on a d'autres projets, d'autres produits qui vont sortir, dans le fond, en mai prochain. Un apéritivo qui va sortir en mai prochain. On ne sait pas encore si on va le vendre à la SAQ ou juste sur place. Mais je pense on va faire les deux aussi. Puis vu qu'on a le Chelsea Pub et le Biscotti, qui sont deux restaurants, bars, pub, café, peu importe, dans le fond, on va faire des spritz pas mal tout l'été prochain. Puis tout le monde qui vont aller au parc de la Gatineau aussi vont être capables de venir se rafraîchir chez nous. Puis pour tes archanges, j'imagine c'est lui que tu vas switcher au lieu de l'apérole. Oui, un petit vite. Oui, exactement. C'est ce qu'on va faire aussi. C'est le but de ça aussi. Là. Cool. Ben, j'ai hâte de découvrir ça. Fait que là, vous avez parlé de la valeur. Vers où vous en allez? C'est quoi votre ligne? Comment elle est tracée? Là? C'est quoi que vous ne voulez pas déroger? C'est vraiment du grès à la bouteille ou en tout cas la matière première à la bouteille. Côté humain encore, côté agro-touristique, donc offrir d'autres options aux gens qui passent vers chez vous. Comment tu te vois dans 5 ans, mettons? Ben moi, c'était vraiment plus aussi pour mettre en valeur tout le terroir de l'Outaouais. C'est vraiment ce que qu'on aimerait faire aussi, tous les petits fruits. Moi, je ne suis pas natif de la région, mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu la richesse du terroir qu'il y avait, puis j'étais vraiment impressionné de tout ce qu'il y avait comme petits fruits, comme céréales. Fait que c'est vraiment un terroir qui est vraiment le fun. Donc, pour moi, c'est ma mission principale, c'est de mettre de l'avant le terroir de l'Outaouais, vraiment, puis que tous les gens, parce qu'on a beaucoup de touristes qui viennent d'Ontario, puis d'ailleurs à travers le monde pour venir dans le Square à Chelsea. Donc, c'est vraiment qu'ils puissent vraiment rapporter chez eux, genre, une petite partie de Chelsea. Là. Fait que c'est le but principal, vraiment. Puis j'espère que dans 5 ans, ça va être mission accomplie avec ça, puis même avec un whisky sur les tablettes en plus de ça. Puis les petits fruits, tu penses les travailler comment? As-tu déjà des idées? En liqueur ou en eau de vie, c'est deux choses que j'aimerais vraiment travailler. Mais avec des petits fruits, l'eau de vie, j'en prends vraiment beaucoup. Fait que on va voir où est-ce qu'on peut sourcer. Là. C'est un début de projet, mais le plus dur, c'est vraiment de trouver des producteurs pour être capable de faire tous ces projets-là. Mais ouais, ça va être des liqueurs et des eaux de vie. Et là, tu as parlé de Manuela, toi. Qui d'autre qui est dans le projet avec vous autres? Pour le moment, vu que la distillerie n'est pas encore construite, dans le fond, on a pas mal une équipe réduite, mais vraiment une grande équipe pour une distillerie qui n'a pas encore pignon sur rue. Mais je travaille avec 2 collègues qui sont vraiment importantes dans le projet aussi, avec Lélia et Danae. Lélia, dans le fond, s'occupe de tout ce qui est marketing, tout ce qui est réseaux sociaux pour la distillerie. Puis elle est présidente du CA de Tourisme Outaouais, donc c'est une des meilleures ambassadrices de la distillerie dans l'Outaouais et à l'extérieur pour la promotion de la distillerie. Puis je travaille aussi avec Danae qui s'occupe de l'administration du Square au Chelsea, qui m'aide aussi à l'administration de la distillerie. Puis je travaille aussi avec Max Coubès qui vient nous aider pour le volet cocktail, le volet aussi, dans le fond, ce que j'aime faire quand je crée des produits, c'est d'avoir la vision d'un peu de tout le monde. Donc, c'est le fun d'avoir la vision d'un geek de spiritueux comme moi, avoir la vision d'un bartender comme lui, voir ce que le monde aime, et monsieur, madame, tout le monde qui est le reste de l'équipe qui ne sont pas encore contaminés par de devenir geek de spiritueux. Fait que c'est le fun d'avoir tout le monde apporte vraiment des bons points surtout.
Puis il y a aussi une belle équipe dans l'événementiel, Hogan aussi, qui travaille avec nous, qui fait les événements avec nous. On a vraiment une belle équipe. J'en oublie sûrement parce qu'il y a l'équipe du pub, du biscotti aussi qui sont là, mais c'est vraiment une belle équipe qui sont ici sur place. Wow! Fait que, au plaisir d'aller vous voir et demander un gros merci, Pierre-Luc. C'était une belle rencontre ce matin. Beau produit. J'imagine que le reste de la gamme sorte. On va pouvoir se reparler pour en parler aux éditeurs. Tout le monde qui n'est pas encore abonné à leur Facebook, je vous invite à aller vous abonner. C'est simple, Distillerie du Square. Oui, Instagram aussi. On va avoir un TikTok aussi dans pas long parce que maintenant, il faut un TikTok. Et on a un site web aussi si vous voulez les recettes avec le gin du jardin. Puis on est disponible dans 120 SAQ à peu près en ce moment au Québec. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas l'acheter. Non, mais SAQ.com, vous le faites livrer à votre succursale de votre choix. Ça va être assez simple. Oui. Un gros merci, Pierre-Luc. Ciao. Merci de m'avoir reçu. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.